Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler donc de la crise du coronavirus. Crise du coronavirus, j'ai attendu d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir m'exprimer. Puisque dès l'origine en fait cette crise m'a paru suspecte. Et ce virus, j'ai subodoré que sa dangerosité était considérablement grossie. À la fois médiatiquement et surtout par les organisations internationales comme l'ONU, l'OMS, sur lesquelles je vais revenir. Donc je n'ai pas été convaincu de prime abord. Et puis maintenant, après plusieurs semaines, je ne suis non seulement pas convaincu, mais en plus j'ai acquis la certitude sur la base de faits que effectivement cette crise est une crise artificielle qui vise des objectifs stratégiques à l'échelle globale. Et je vais en donner les explications. Alors, premièrement, nous assistons, c'est la situation actuelle, nous assistons à une panique mondiale, en tout cas très forte, notamment dans le monde occidental, qui a entraîné des mesures de contrôle des populations sans précédent. C'est une panique sans précédent, et les réponses apportées par les gouvernements à cette panique sont également sans précédent. Les gens sont actuellement confinés chez eux dans un certain nombre de pays européens, pas tous, là aussi c'est à observer, en Suède, aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Et on n'assiste pas à de désastres particuliers. Les gens sont chez eux, ils sont prostrés, exposés quotidiennement à un déluge médiatique qui est volontairement angoissant, régulièrement notamment rythmé par l'annonce du nombre de morts quotidiens et hebdomadaires. Et c'est vrai aussi pour l'Italie. Bien. Alors, dans cette situation, il faut être clair, les résultats de différentes enquêtes d'opinion sont a priori sans équivoque, même si elles peuvent toujours être manipulées. 90% des gens sont favorables aux mesures qui sont prises, c'est-à-dire mesures de restriction totale des libertés fondamentales, à commencer par liberté de circuler, liberté de s'assembler. 80% des Français se disent inquiets, c'est 20 points de plus en 4 jours, 33 en 6 jours. Ouais, alors globalement, le confinement, les contrôles qui vont avec, les mesures d'aide aux entreprises, la mobilisation de l'armée dans le Grand Est pour désengorger les hôpitaux, tout ça, vous le voyez, ça passe très bien. Même les amendes, même l'idée des copées de 135 € quand on sort, ça va. Vous pouvez maintenant être mis en prison si vous enfreignez l'interdiction de vous déplacer librement hors de votre domicile. C'est la première fois dans l'histoire que des dizaines de pays occidentaux, simultanément, assignent à domicile des centaines de millions de personnes. Rien que cela devrait quand même susciter un certain nombre d'interrogations. Je précise que l'Union soviétique, sous Staline, n'aurait pu que rêver d'une telle capacité de mise en assignation à résidence de centaines de millions de personnes. C'est quelque chose vraiment d'inédit. Alors, il faut revenir à l'origine, en fait, de cette panique artificiellement générée, dont l'origine, en fait, est très clairement établie. Elle émane, au premier chef, d'un expert, ou prétendu tel, de l'Imperial College de Londres. Cet homme s'appelle Neil Ferguson, et il réalise des modèles prédictifs de contagion en cas de pandémie. Et c'est quelqu'un qui a présenté son modèle à de très nombreux gouvernements qui l'ont adopté, qui ont adopté les prévisions de Neil Ferguson. Sans aucune espèce de restriction, sans méfiance, dans l'urgence, ils ont adopté. C'est le cas notamment
du gouvernement français, c'est très officiel, c'est reconnu par la presse la plus officielle en France, le journal Le Monde, BFM TV, reconnaissent que les modèles de Neil Ferguson ont été déterminants dans la stratégie de confinement arrêtée par Emmanuel Macron. Que disaient les modèles de Neil Ferguson? Ils disaient que si on ne confinait pas, on allait vers la mort de 500 000 personnes en France, 1,5 million, idem au Royaume-Uni, et plus de 2,2 millions de morts aux États-Unis. Hein, tout ça, donc, si aucune action n'était prise. Et donc, il recommandait de confiner, mais pas de confiner pendant un mois. Il recommandait de confiner pendant 18 mois. 18 mois. Et, première anicroche dans cette narration, l'université Oxford a publié sa propre étude, une étude de la situation au Royaume-Uni, et ils sont parvenus à la conclusion suivante: entre 1 tiers et 2 tiers de la population britannique est déjà contaminée, selon leur conclusion. Alors, on peut peut-être discuter de l'ordre de grandeur, mais ce qui est certain, c'est que le nombre de contaminés est considérablement sous-évalué dans tous les pays, à commencer par l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. Officiellement, nous avons en Italie, en France, quelques dizaines de milliers de cas, 60 000 cas ici, 60 000 cas là. Mais il faut bien comprendre la méthodologie employée. Parce que cette méthodologie va expliquer le taux de mortalité qui est présenté ensuite médiatiquement. On dit par exemple en Italie, le taux de mortalité est de 10%. Le message que retient la foule en entendant ces chiffres, c'est que 10% des personnes qui vont contracter le coronavirus vont mourir. Une personne sur 10 contaminée. Donc ces chiffres instillent la peur dans les masses qui ne sont pas versées dans ce type de questions scientifiques, en épidémiologie, virologie et autres, et qui prennent pour argent comptant ce que dit le gouvernement, ce que disent les médias, ce que disent tel ou tel organisme international, comme l'Organisation mondiale de la santé. On leur dit, voilà, une personne sur 10 en Italie meurt. Non, c'est faux. Une personne sur 10, les 10 ayant été celles qui ont été testées positives. Mais comme il n'y a pas de tests de masse qui sont réalisés en Italie, le nombre véritable de personnes contaminées est très largement sous-estimé. Très largement sous-estimé. Pareil pour la France. Des médecins qui sont sur le terrain, médecins généralistes, voient arriver chez eux de très nombreuses personnes qui ont des symptômes du coronavirus, en fait des symptômes grippaux traditionnels, mais ne peuvent pas les tester, ils n'ont pas de test et ne peuvent donc pas les faire entrer dans les statistiques nationales. Donc on suppose qu'ils ont le coronavirus, mais on ne peut pas les entrer dans les statistiques. Donc nous avons des gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Nous avons des gens qui ont des symptômes grippaux très modérés, d'autres un peu plus prononcés, des centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation qui ne sont pas comptabilisées, puisqu'elles n'ont pas pu être testées, faute de tests. Et d'ailleurs, je note que, très curieusement, les commandes de tests traînent. Il y a des exemples ici ou là où on nous dit telle entreprise en France pourrait produire des tests assez rapidement, et visiblement il n'y a pas d'empressement. Il n'y a pas un véritable empressement. Ça interroge. En tout cas, ce qu'on peut dire, et ça a même été retenu par les autorités sanitaires françaises, le nombre de cas avérés de coronavirus est très sous-estimé. Donc ça rejoint l'étude d'Oxford, qui, elle, voit beaucoup plus grand, et qui parle de millions, si ce n'est de dizaines de millions de personnes qui ont contracté le virus, mais qui, en fait, ne présentent aucune espèce de symptôme. Cela suffit, si vous voulez, à questionner le modèle de Neil Ferguson, qui a précipité le monde occidental dans la paralysie complète.
Il a été interrogé hier, Neil Ferguson, donc, par le Parlement britannique, qui a demandé à en savoir plus sur ses prévisions, son modèle, la façon dont il a, comment dirais-je, annoncé ces chiffres. Et il a eu cette phrase extraordinaire qui se suffit. Il a déclaré que ces prévisions avaient été établies, donc à fin 2019, début 2020, sur la base des premiers chiffres qui lui parvenaient de Chine. Or, là aussi un consensus émerge sur la situation chinoise, à savoir qu'il y a une différence considérable entre le nombre de personnes qui ont été reconnues officiellement contaminées en Chine et les personnes qui ont été effectivement contaminées. Les scientifiques, certains médecins européens qui discutent entre eux, qui sont très sceptiques sur tout ce qui se passe, communiquent un certain nombre d'évaluations et sur la situation véritable en Chine à l'origine. On estime que les autorités chinoises, les chiffres communiqués par les autorités chinoises en termes de contamination réelle ont été divisés par 10. Donc il n'y a pas eu 80 000 personnes contaminées, mais plus probablement 800 000. Donc déjà, les calculs de Ferguson sont basés sur des chiffres faux. Donc l'approche scientifique commande d'arrêter immédiatement toute prévision, si c'est sur la base de chiffres faux. C'est pas ce qui s'est passé. L'étude d'Oxford montre que le coronavirus est massivement sous-diagnostiqué, ce qui n'empêche pas quotidiennement les médias d'expliquer qu'il y a une mortalité effrayante, avec des images chocs, bien évidemment. Maintenant, revenons sur la qualité des gens qui meurent, parce qu'on parlait, comment dirais-je, Ferguson annonçait 20% sur la base des chiffres chinois, 20% d'hospitalisation, comment dirais-je, pour des personnes en état critique. Il y avait 20% des personnes qui devaient contracter le coronavirus qui arriveraient, comment dirais-je, en soins intensifs, en réanimation. C'était ce qu'il prévoyait. D'où la panique, puisqu'on a dit aux gens, voilà, des millions de contaminés, sur ces millions de contaminés, 20%, 1 sur 5 qui va avoir besoin de soins intensifs, les hôpitaux n'ont pas la capacité d'accueil pour prendre autant de personnes en soins intensifs. C'était ça qui était annoncé. Ben, calculez, 20% d'un million, ça fait 200 000. 200 000 personnes par million de personnes contaminées devant être admises à l'hôpital en réanimation. C'était ça les prévisions. Vous avez l'impression en France, vous, qu'il y a des centaines de milliers de personnes actuellement, ou même des dizaines de milliers de personnes qui se ruent vers les hôpitaux en état de détresse respiratoire, sur le point de mourir? Non. Et pourtant, c'était les prévisions. Neil Ferguson a commencé à reculer, mais évidemment, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Je vais donner les explications. Pourquoi cette panique a été créée ex nihilo? Pourquoi l'a-t-on monté de toutes pièces? Quels étaient les objectifs? Je vais y venir. Mais maintenant, Neil Ferguson est pris la main dans le sac. Maintenant, la raison commence à reprendre le dessus, un certain nombre de scientifiques commencent parce qu'avec la panique, la moindre personne qui commence à remettre en question le consensus est pris pour un fou qui veut mettre en danger les gens, donc les gens le menacent, etc. Et donc, on ne peut pas dédramatiser la situation encore actuellement à cause de cette psychose ambiante qui est alimentée par les médias et d'autres institutions. Mais il y a quand même des voix qui commencent à s'élever en disant, attendez, si on creusait un petit peu plus sur ces chiffres-là, sur ces modèles, sur ces prévisions, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et là, Neil Ferguson est mis sous pression, il commence à reculer, et il dit, oui, mais... oui, bien sûr, il n'y aura pas autant de morts. Là, ça va très loin, ce qu'il dit. Il dit maintenant, il y aura 20 000 morts, voire beaucoup moins. Quelqu'un qui avait annoncé 1 million de morts. Alors il dit, oui, mais je l'avais dit dans mon rapport initial. Pas tout à fait. Dans son rapport initial, ce qu'il avait annoncé, il y a des schémas qui sont disponibles. Il avait dit que sans confinement, les hôpitaux, les soins intensifs dans les hôpitaux, les salles de les chambres de réanimation seraient complètement saturées, mais saturées et au point de générer des centaines de milliers de morts. Bien. Il avait dit aussi qu'en cas de confinement extrême, même en cas de confinement extrême, on ne pourrait limiter cette saturation que de 50%. C'est-à-dire qu'on arriverait à un taux de saturation qui, de toute façon, tuerait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de gens en masse. Ça, c'était ces modèles.
Maintenant, il dit que le confinement a permis d'éviter le pire en Grande-Bretagne. Oui, sauf que non. Parce que le confinement en Grande-Bretagne a été décrété il y a 48 heures, il y a 2 jours. Or, on sait que le virus circule en Grande-Bretagne depuis janvier. Ça fait 3 mois qu'il circule. Il a eu le temps de contaminer des millions de gens. Et on ne voit pas d'affluence. Et il dit maintenant, Neil Ferguson déclare que les hôpitaux britanniques parviendront à s'en occuper. Donc tout d'un coup, il dit, oui, mais finalement, les mesures de confinement ont fonctionné. Non, en 48 heures, vous n'avez pas le temps de dire si ça fonctionne, il faut 2 semaines d'incubation pour voir ce que ça donne. Or, il dit, voilà, 48 heures, c'est bon, ça a fonctionné. Bon, déjà, il ment, et il ment sur ses propres conclusions qu'il avait affichées dans son propre rapport. Et ça ne colle pas avec les études critiques qui sont faites ici ou là, quant au taux réel de contamination et au taux de mortalité. Donc, les chiffres le modèle qu'il a bâti repose sur des chiffres chinois qui sont des chiffres erronés dès l'origine, ce qui n'a pas empêché donc cette immense vague de mise sous tutelle d'États entiers. Maintenant, intéressons-nous toujours dans l'analyse critique du récit officiel. On nous dit, voilà, tout le monde peut mourir. Et c'est pour vous dire à quel point la manipulation va loin. Vous avez Salomon, hein, celui qui fait les bilans au quotidien, a insisté par exemple hier soir sur le fait qu'une jeune fille de 16 ans était morte en Seine-Saint-Denis, je crois. Il insiste, ouais, il le cite spécifiquement. Pourquoi? Pour faire peur aux jeunes. Pour leur dire, attention, vous risquez au même titre que les autres, ce n'est pas réservé aux vieillards, n'est-ce pas? Sauf que si, c'est réservé aux vieillards, à telle enseigne que le même Neil Ferguson a déclaré à la presse britannique la plus sérieuse, The Telegraph, le journal The Telegraph. Il a dit la chose suivante, ahurissant. Il déclare qu'il y aura probablement beaucoup moins de 20 000 morts au Royaume-Uni, et que les 2 tiers des personnes qui mourraient du coronavirus, en dépit de tout, seraient de toute façon mortes cette année, dit-il. Extraordinaire. Voilà un homme qui cherche une porte de sortie statistique. Parce que par définition, si les 2 tiers des gens qui vont mourir mourraient du coronavirus, seraient morts d'autre chose, d'une année sur l'autre, en comparant la mortalité, il n'y aura pratiquement pas d'incidence. Donc, c'est une façon pour lui de maquiller, comment dirais-je, son échec complet. Échec intéressé, je précise. Mais voilà quelqu'un qui fait une prévision de mortalité sur des morts qui vont arriver. Dit-il, de toute façon. C'est ahurissant. Alors, il explique pourquoi ces 2 tiers de personnes allaient de toute façon mourir. Il dit parce qu'ils sont vieux et malades. Donc des vieillards malades vont mourir cette année, coronavirus ou pas. C'est ce que dit Neil Ferguson. C'est ça le modélisateur en chef qui aujourd'hui est responsable du confinement global du monde occidental. C'est cette personne-là. Un charlatan, il faut être clair. Intéressons-nous alors au profil des gens qui meurent. En Italie, d'ailleurs, là encore, contrairement au prisme déformant médiatique, ce n'est pas toute l'Italie qui est en proie à une pandémie qui fait mourir tout le monde dans les rues. C'est essentiellement focalisé sur la région lombarde. Il y a un foyer en Lombardie. En Lombardie, on a compté quelques milliers de morts. C'est un endroit où vivent des millions de gens. Quel est le profil des gens qui sont morts? Statistique officielle. 94% des gens qui meurent, donc en Italie, ont plus de 60 ans. 99% ont une ou plusieurs pathologies sous-jacentes. On sait par ailleurs que les personnes obèses sont très affectées par ce type de diagnostic. Donc, obésité, maladie sous-jacente du type diabète, insuffisance cardiaque, personnes âgées. Et quand on s'intéresse à la moyenne d'âge des gens qui meurent en Italie, on est sur des moyennes de
plus de 70 ans, bien plus que 70 ans. Donc, c'est bien une maladie qui tue des vieillards. Fragiles, sur le point de mourir, dixit Neil Ferguson, celui qui promettait l'apocalypse et qui maintenant revient sur un certain nombre de ses déclarations. Donc non, ce n'est pas une maladie, ce virus ne tue pas les jeunes. Donc c'est une maladie qui tue des vieillards, et comme c'est un phénomène viral, c'est un phénomène complexe, il y a toujours des exceptions, mais qui sont des exceptions. Or, la présentation médiatique de ce type d'exception, comme une jeune femme de 16 ans qui meurt, ou une personne de 35 ans qui meurt, sont volontairement mises en avant pour donner l'impression que c'est quelque chose qui survient de manière très récurrente. C'est faux. Les statistiques italiennes sont là pour le démontrer. L'étude d'Oxford indique, en toute probabilité, que cette grippe, le coronavirus, ne tue pas plus qu'une grippe traditionnelle. On est sur un taux de mortalité de 1 pour 1000, voire 3 pour 1000 personnes infectées, je précise, et pas du tout sur des 3% de létalité, comme ça a été avancé sur la base de chiffres chinois totalement erronés. Alors évidemment, le traitement médiatique se poursuit en dépit de tout, et on vous présente des situations apocalyptiques. On vous dit, voilà, il y a 6000 morts en Italie. Je précise quand même que chaque année en Italie, 650 000 personnes décèdent. 650 000. Cette augmentation de 6000 morts, ou 6000, 7000, 8000 morts, est une toute petite variation sur ces 650 000. On va passer de 650 000 à 660 000. Et on vous fait croire que soudainement, le pays ne peut plus enterrer ses morts. On vous ment. Il peut y avoir ici, ponctuellement, dans un hôpital, une saturation. Il peut y avoir une lassitude des personnels. Des personnels qui contractent effectivement ce virus et qui, pour certains, vont avoir des symptômes assez forts. Il peut y avoir un phénomène de surmenage, à l'évidence. Et n'importe qui, n'importe quelle infirmière, aide-soignante, docteur, peut prendre son smartphone et faire une vidéo de lui-même complètement exténué, qui en larmes, qui à bout, qui... Oui, bien sûr. Mais présenter l'Italie comme croulant sous les cadavres, c'est faux. C'est totalement faux. Cette épidémie est anodine. Une véritable épidémie qui tue en masse est une épidémie qui tue de manière indiscriminée. Les jeunes comme les vieux, les gens malades comme les gens en bonne santé. Et pas de quelques milliers, mais par centaines de milliers. Effectivement, rien de tel ne se passe. On parle de confinement. Ce virus est arrivé, par exemple, au Japon très très tôt, en raison de la proximité géographique de la Chine. Les premiers cas sont détectés au mois de janvier. Bon. Nous arrivons au mois d'avril. Il n'y a toujours pas de pandémie. Il n'y a pas de confinement. Peut-être que les autorités vont choisir de faire du confinement, j'en sais rien, mais pas de confinement, il n'y a pas de situation catastrophique. Alors si on annonce, il y a 50 personnes contaminées par la grippe, et qu'on se met à tout boucler, il y a un problème. Ça ne se passe pas comme ça. En Corée du Sud, c'est la même chose. Pas de confinement général, pas d'épidémie hors de contrôle. On teste, on voit qui a cette petite grippe, et on invite les personnes à rester chez elles avec un petit traitement. Et au bout de quelques jours, les symptômes passent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a quelques personnes pour qui c'est très désagréable parce que peut-être leur génétique offre certains avantages au virus. C'est possible, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas. Mais nous n'avons pas assisté à ce phénomène apocalyptique qu'on nous présente. En Suède, aucun confinement. Pas de confinement, la vie continue. N'assiste pas à un phénomène particulier de pandémie non plus dans ce pays, et pourtant aucune précaution particulière n'est prise. De la même façon, aux Pays-Bas. Et même pour le Royaume-Uni, ce confinement a été adopté très tardivement, je l'ai dit, il y a 48 heures. Donc beaucoup trop tard pour influer sur le cours de l'épidémie, bien évidemment, épidémie qui est présente au Royaume-Uni depuis des mois, bon, qui a eu le temps de se répandre absolument partout. Donc, tant sur les publics qui sont victimes de cette maladie,
que sur les prévisions délirantes qui ont été faites, tout cela a été monté de toutes pièces. Alors la question c'est, cui bono, à qui profite le crime? Parce que tout ça n'est pas anodin. Alors premièrement, l'OMS. L'OMS, un de ses responsables, un certain Patterson, a reconnu, il était en charge donc de la cellule numérique de l'OMS, donc celle qui se charge de la communication, de véhiculer le message, a dit qu'ils avaient contacté ce qu'ils appellent les influenceurs. L'influenceur, c'est tout ce qui peut être célébrité sur YouTube, sur Twitter, Instagram. Donc ils ont pris vraiment les personnes les plus connues, ils leur ont demandé, s'il vous plaît, faites passer le message, restez chez vous, protégez-vous, c'est dangereux, etc. Donc le message de panique est passé par là, ça a été revendiqué. Well, we work with influencers because we think that people trust their influencers more than they trust many other sources, including news sources, including governments, including ministries of health, and including their own families. So we're trying to tap into the people who have hundreds of thousands or millions of followers and trying to get them to spread the word. Donc non seulement les autorités, et en plus ils le disent, hein, Patterson le dit, il dit, si on n'avait pas eu ces influenceurs, on n'aurait pas réussi à véhiculer ce message. Restez chez vous les amis, restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Occupez-vous, faites du sport. Attention, message très important. On entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir. Le meilleur moyen pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. C'est de rester chez soi. C'est pourquoi, tous ensemble, on vous demande de rester chez vous. Donc l'OMS a terrorisé tout le monde en passant par les réseaux sociaux, via ces influenceurs, qui sont des gens qui, par ailleurs, le reste du temps, vous expliquent que l'apocalypse approche au plan climatique. C'est la même chose. Il semble en fait que l'arnaque du réchauffement climatique, qui visait là aussi à un renfort de la prise de contrôle par le système sur la vie des gens, n'est pas réussi, n'est pas permis en fait au système d'atteindre ses objectifs. Ils se sont dit, ça prend pas, ça amorce pas, les gens n'ont pas assez peur, l'apocalypse pour dans 20 ans, ça prend pas. Il faut quelque chose de beaucoup plus immédiat, il faut qu'on agisse sur la partie animale du cerveau humain, le reptilien, il faut qu'on agisse sur le cerveau reptilien. Il faut qu'on fasse peur, il faut qu'on abolisse le raisonnement, qu'on abolisse la raison, et qu'on s'adresse directement à l'instinct de survie. Et quoi de mieux qu'une menace imminente, renforcée encore par le phénomène de foule. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'a fait l'OMS, qui a revendiqué le crime d'ailleurs. Et donc, c'est ce qu'a fait aussi Neil Ferguson, qui a annoncé la fin du monde. Et ensuite, les gouvernements, à commencer par le gouvernement français, ont emboîté le pas. Ils ont dit, ah bon, bah, c'est la fin du monde, au secours, vite, panique, c'est parti. Alors, à qui profite le crime, comme je disais? Bon, on sait par qui le crime est venu, mais on ne sait pas encore à qui a profité le crime. Du moins, pas, je ne l'ai pas dit. Bon, en fait, on sait très bien qui c'est. Vous avez peut-être remarqué, il y a des hasards, que cette panique soudaine, au niveau global, au niveau du monde occidental, cette paralysie soudaine de l'économie, cette mise sous séquestre de l'économie, cette interdiction de sortir de chez soi, est intervenue en même temps que qu'une des plus grandes crises financières qu'on ait jamais vues. Je vous rappelle que, un peu avant la proclamation de ce bouclage, la bourse française a perdu 40% de sa valeur. Idem aux États-Unis. Il y a eu un effondrement total des cours. Effondrement qui succédait, à quelques semaines près, l'effondrement des cours du brut, cours pétrolier. L'économie mondiale était en train d'entrer en récession, et en fait bien plus. Et soudainement, à quelques jours près, miracle, la pandémie. La pandémie arrive, la rumeur court, elle s'amplifie, les médias commencent à faire peur, les bourses commencent à dégringoler, etc. Bon. Et qu'est-ce qui se passe entre-temps? Là, ça c'est une annonce il y a quelques jours, de la part des banques centrales, tant
la Fédérale Réserve américaine que la Banque Centrale Européenne, ils allaient acheter les entreprises. Les nationaliser. Alors en fait, elles ne sont pas tout à fait nationalisées, parce que la Fed est une entité privée, qui officiellement agit pour le compte de l'État américain, mais qui en fait est un ensemble de banques privées. Donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis est sans précédent, puisque la Federal Reserve a réussi à racheter les entreprises américaines en imprimant de l'argent à partir de rien. Ça a été ils ont bien spécifié. Hein. Volume d'argent illimité. Il n'y aura pas de plafond. Donc, ceux qui tiennent la planche à billets aux États-Unis ont dit il n'y aura pas de plafond. Et avec l'argent qu'on va générer, on va racheter toutes les entreprises. C'est un hold-up inédit. La totalité des marchés américains est maintenant contrôlée par un cartel bancaire qui peut maintenant fixer les prix. Je vous laisse deviner ce que ça va engendrer. Si les banques, la grande finance new-yorkaise, peut déterminer le prix des marches de ce que vaut une entreprise d'un jour sur l'autre, vous imaginez avec quelle facilité ils vont pouvoir spéculer. Ils sauront la veille les prix du lendemain. C'est ce qui se passe. C'est une mise sous séquestre au profit d'un cartel bancaire de la totalité de l'économie occidentale. Et ça a été rendu possible grâce à une panique générée artificiellement. Il y a un précédent, pour ceux qui seraient sceptiques. C'est ainsi que les Rothschild ont fondé leur fortune au XIXe siècle. Si vous ne connaissez pas cette histoire, elle est pourtant connue, au XIXe siècle, les Rothschild avaient déjà un réseau bancaire en Europe. Et ces gens, voyant le retour de Napoléon et l'affrontement à Waterloo, avaient positionné des messagers pour devancer le coup. C'est-à-dire que quand ils ont vu que Napoléon a perdu la guerre à Waterloo, ils ont immédiatement envoyé des messages en Grande-Bretagne, bien avant tout le monde, selon messages qui déclaraient que Napoléon avait gagné à Waterloo. Ce qui était un désastre pour l'Angleterre, évidemment. Et du coup, la bourse de Londres s'est effondrée. Les Rothschild en ont profité avec leurs courtiers pour tout racheter le temps que la panique dure, c'est-à-dire 24 heures, le temps que les vraies nouvelles arrivent, par les sources officielles, ils disent « Non, non, on a gagné à Waterloo ». Les cours ont remonté, et entre-temps, les Rothschild s'étaient accaparés une fortune considérable dans ce qui est en train de devenir la première place financière de la planète, et qui le restera pour tout le 19e siècle. Voilà comment les Rothschild ont créé une panique artificielle pour s'emparer d'une place financière encore plus complètement. Nous venons de voir ça à l'échelle du monde occidental, non pas par les Rothschild, mais par un cartel bancaire, essentiellement new-yorkais, mais qui partage beaucoup de choses en commun au plan ethnique avec les Rothschild, effectivement. Alors maintenant, les perspectives. Parce que là, la finance internationale, qui agit sous couvert des banques centrales, donc sous couvert des gouvernements, mais derrière, c'est bien la finance internationale, ces gens sont en train de réaliser une synthèse entre communisme et ultracapitalisme. C'est-à-dire que, au seul plan visible, on a l'impression que c'est une nationalisation, une étatisation des marchés. Donc une politique dirigée de l'économie. Mais en réalité, cette direction autoritaire de l'économie est faite au service du cartel bancaire. Donc c'est très drôle, c'est un hybride entre communisme et ultracapitalisme. Et nous sommes dans cette situation. Et ça a été permis par la peur de ce virus, cette peur irrationnelle qui est véhiculée par les médias, comme je l'ai dit, qui est véhiculée par des experts bidons qui mentent sciemment. Et les gens sont actuellement chez eux prostrés, ils ne sont même pas au courant de ce qui est en train de se passer sur les grandes places financières occidentales, ils ne sont pas au courant. Mais le pire est le suivant, c'est-à-dire qu'il a fallu créer cette grande panique pour prendre le contrôle total des marchés. Total, c'est-à-dire fixer les prix directement de manière autoritaire par la finance. On a franchi un cap.
Mais il y a un coût pour l'économie réelle, parce qu'on l'a mis tout à l'arrêt. Donc ça veut dire chômage, et, comment dirais-je, chômage à grande échelle. Et le coût, ce sont pardonnez-moi, les goïms, hein, ce sont les gentils qui vont devoir payer, c'est-à-dire c'est vous. C'est vous qui allez devoir payer. Vous allez payer, et là, vous voyez le Parlement français prendre toute une série de mesures chocs. Les 60 heures, oui, rassurez-vous, c'est jusqu'en décembre 2020. Peut-être. Peut-être pas. Les 35 heures, on évacue. Congés payés, on va vous les sucrer. Non mais rassurez-vous, c'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure exceptionnelle. Vous comprenez, la situation est délicate, etc. Il faut serrer la ceinture. Donc pendant que les grandes banques sont en train de se gaver comme jamais, la grande banque juive est en train de faire main basse sur la richesse occidentale, ce qui restait encore, les entreprises, littéralement, va fixer les prix pour spéculer encore plus férocement, le coût réel dans l'économie, lui, va être payé par les travailleurs. Parce que c'est eux auxquels on va demander de payer plus d'impôts, de travailler plus pour gagner moins, c'est ce qui est en train de se passer. Et regardez, si vous ne croyez pas ce que je dis, regardez les chiffres de la bourse américaine. Deux choses. Record de chômage. 3,3 millions de chômeurs en une semaine aux États-Unis cette semaine. Ça n'est jamais arrivé. Le record historique aux États-Unis, c'était en 1982, et le nombre qui est sorti cette semaine est 5 fois supérieur au record historique américain. Ça n'est jamais arrivé. Avec un effondrement de l'activité comme ça, avec un taux de chômage aussi énorme, la bourse devrait s'effondrer. Fatalement, on est bien d'accord. Si l'économie s'effondre, la bourse n'a aucune raison de monter. Or, qu'est-ce qu'on voit? En 3 jours, la banque new-yorkaise, le Dow Jones, a augmenté de 20%. Donc visiblement, les spéculateurs, ils trouvent leur compte. Donc l'économie réelle est en train de s'effondrer. La finance est en train de s'enrichir comme jamais. Et entre-temps, ils ont tout racheté. Quoi de mieux qu'une bonne pandémie pour terroriser tout le monde pendant qu'on les détrousse? Et le pire dans tout ça, c'est que, comme très vite, les annonces apocalyptiques vont commencer à se dégonfler au fil des semaines et surtout des mois, les gens finalement, être bien obligés de se rendre compte que les millions de morts ne sont pas au rendez-vous. On va pas perdre quand même cette opportunité virale qui fonctionne tellement mieux que la menace du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que les médias cosmopolites vont faire? Qu'est-ce que la finance juive va faire? On va vous dire, ah oui, mais attention, il y a une deuxième vague qui va arriver. Il y a une deuxième vague. Elle sera peut-être beaucoup plus violente. Le virus va muter. Il va revenir beaucoup plus fort, de manière saisonnière. Il va revenir tous les ans. Tous les ans, il va revenir. On peut quand même pas abandonner les mesures d'urgence pour la santé de la population. Alors, comprenez bien, ce sont des mesures exceptionnelles. Oui, on les lèvera, mais pour le moment, on va les garder comme ça. Pour le moment, voilà. Et puis on va vous dire d'aller au travail, voilà. Mais pas trop de vous rencontrer, mais d'aller au travail. Donc travailler, rembourser, mais n'allez pas trop rencontrer d'autres personnes, par exemple. Toute une série, et puis d'autres législations vont suivre. Sachez, et peut-être que je conclurai cette vidéo là-dessus, sachez que vous venez de perdre la totalité de vos libertés en quelques jours, parce que la grande structure médiatique qui contrôle le monde occidental sait parfaitement comment manipuler les foules en utilisant les émotions les plus primitives. Les objectifs sont atteints et irréversibles. Donc maintenant que les gens, les goïms, découvrent la réalité des faits ou pas, ça n'est pas de nature à changer la donne. L'opération est conclue. Alors vous n'avez plus de liberté, hein, c'est très clair. Peut-être qu'on vous laissera, peut-être qu'on vous laissera ressortir progressivement pour aller travailler. Et puis si jamais, compte tenu de la casse économique qui va suivre, si jamais il y a des difficultés sociales, si jamais il y a des volontés de manifester, etc., c'est simple.
On relancera un petit peu la peur de l'épidémie qui va revenir, etc. Voilà. Si on avait traité l'épidémie de grippe saisonnière de la même façon, on aurait obtenu pratiquement le même effet. En Italie, elle tue officiellement, en moyenne, 17 000 personnes tous les ans. C'est concentré sur quelques mois d'hiver, à peu près 3 mois. L'essentiel des morts a lieu là. Bah, si on compte 4 000 ou 5 000 morts sur 3 ou 4 mois et qu'on fait le décompte tous les jours, on va impressionner les gens. On va impressionner les gens, on va les impressionner. Et on va les angoisser. Aux États-Unis, 60 000 personnes meurent de la grippe chaque année. 60 000. On n'a même pas atteint ces chiffres. Les prévisions étaient fausses, l'opération est réussie, la sidération est là, et même si aujourd'hui, je veux dire, même si vous allez dire à votre voisin qu'il s'est fait rouler, il ne vous croira pas. Parce qu'il a vu dans la presse que c'est écrit que c'était vrai, il voit les policiers dehors, ça lui suffit, il prend ça pour argent comptant. Le temps que les gens commencent à réaliser l'ampleur de ce qui a été fait, des mois se seront écoulés, et même une majorité de la population restera convaincue d'avoir vécu la fin du monde. Même si à la fin il y a 3000 morts, ils vous auront l'impression qu'il y a 300 000 morts. Il y a eu 300 000 morts. C'est ça la réalité. Qui est frappé par ce virus-là? La Chine, vous allez voir bientôt la Chine ce que ça représente, l'Iran, incroyable, l'Iran, ils sont frappés, c'est-à-dire le vice-ministre de la Santé, il est frappé. Il se peut qu'il a contaminé des mecs du Parlement, voire l'ayatollah. C'est-à-dire qu'il se peut que dans 2-3 semaines, l'histoire est terminée. Tapou, en Italie, au nord de l'Italie, où il y a le Vatican. On va arriver à un niveau où on va être spectateur de la défaite des goïms. Et là, il faut bien constater que la puissance des médias n'est pas exagérée et on peut véritablement influencer les masses dans la direction que l'on veut. Alors pourquoi ils ont fait tout ça? Pour resserrer encore plus le contrôle, parce qu'ils voient bien que le système se désintègre. Depuis un certain nombre d'années maintenant, on voit que le système se désintègre ici ou là, il y a la montée des populismes, des souverainismes, comment dirais-je, du nationalisme de manière générale, une résistance à l'élite en place, l'élite financière, l'élite politique, médiatique aussi, il y a une résistance de plus en plus forte, ils ne sont pas aveugles. Donc ils se disent, on va susciter un choc qui va générer une crise, la crise va nous permettre de prendre des mesures exceptionnelles pour renforcer notre contrôle. Ce n'est que l'histoire du 11 septembre 2001, avec le Patriot Act, pour ceux qui s'en rappellent. Donc là, vraiment, c'est très simple. Et à l'époque aussi, lors du 11 septembre, les spéculateurs, ils étaient informés, ils avaient revendu, avant l'attentat, la veille de l'attentat, ils avaient revendu leurs actions pour faire un profit. Ils étaient au courant, bien sûr. C'est la réalité. Toute cette réalité pourtant ne vous est pas présentée. J'espère qu'à vous, j'espère que maintenant vous en êtes conscient. J'espère avoir été convaincant. En tout cas, ayez un œil critique sur cette situation. Continuez à collecter des informations. Ne vous laissez pas abuser. Je vous demanderai, si c'est possible, de partager très largement cette vidéo sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas à la réuploader ailleurs. Partagez le lien avec le lien de la vidéo avec vos amis, par email notamment. Alors comme je suis victime de censure, bon, eh bien, sur un certain nombre de réseaux sociaux, Facebook, je ne peux pas y être moi-même. Vous pouvez aussi me soutenir, éventuellement si ça vous intéresse, en me faisant un don en crypto-monnaie Bitcoin sous cette vidéo. En tout cas, partagez-la, il faut que les gens soient au courant, parce que ce que je viens de dire, vous ne l'entendrez pas ailleurs avant un bon moment, croyez-moi. À bientôt, chers amis.